Bonjour et bienvenue dans le club Le Figaro Culture où nous allons parler d'histoire cette semaine, mais par un prisme particulier, celui de la scène, du théâtre, puisque nous recevons le comédien Maxime Daboville. Depuis quelques jours, il reprend sur la scène du théâtre Montparnasse à Paris ses deux leçons d'histoire de France qu'il a conçues et interprète à partir de grands textes de Hugo, de Dumas, de Michelet ou de Chateaubriand. Nous évoquerons longuement avec lui sa passion pour l'histoire que l'on retrouve dans ses prises de rôle, comme La Conversation de Jean d'Ormesson ou plus récemment Pauvre Bitos ou Berlin. Et puis avec mes deux autres invités, Isabelle Schmitz et Geoffroy Caillet, nous plongerons dans l'Antiquité, puisque à la fois Rome et la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ sont au programme du Figaro Histoire et du Figaro hors série, les deux venant de paraître. Et puis en fin d'émission, le tour d'horizon des coups de cœur historiques de mes invités, qu'il s'agisse de livres, de films ou d'expositions. Le club Le Figaro Culture avec Maxime Daboville, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Isabelle Schmitz, vous êtes directrice adjointe des Figaro hors série et le tout dernier, tout beau, tout nouveau, tout chaud Figaro hors série vient de paraître sur la Rome antique, la légende des siècles. Bonjour Geoffroy Caillet, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire et vous êtes aussi intéressé à l'Antiquité, mais encore plus tardive puisque c'est la Grèce du 5e siècle avec la grande guerre des Grecs contre les Perses, avec ces guerres médiques, ces deux guerres médiques que vous décortiquez dans tous leurs détails. Bonjour Maxime Daboville, vous êtes un comédien assez singulier puisque on vous connaît bien entendu pour tous les grands textes que vous avez servis, les textes de Molière, de Shakespeare, de Goldoni, de Sartre, mais on vous a vu aussi dans des textes plus contemporains, par exemple La Conversation de Jean d'Ormesson. Je vous rappelle que vous êtes dans le studio Jean d'Ormesson ici. La Conversation où vous incarniez le premier consul Bonaparte face à Cambacérès. Et puis plus récemment Berlin, vous avez obtenu un Molière pour c'était votre deuxième Molière je crois, pour ce texte il y a quelques années, il y a 3 ans. Vous avez aussi enfilé les costumes de Jean Moulin, du Prince de Condé, de Charlie Chaplin, d'un juge de l'épuration dans ce merveilleux Pauvre Bitos de Jean Anouilh, où l'on voit que vous avez quand même une certaine passion pour l'histoire. Elle est née comment cette passion pour l'histoire ? Bon, alors c'est pas le cas de tous les comédiens. Non, je vais un tout petit peu vous décevoir. Je sais pas si je peux dire vraiment ça. J'ai été amené à jouer des rôles historiques malgré moi, parce qu'on me les a proposés, on va dire. J'ai commencé par Le Prince de Condé, c'est un de mes premiers spectacles. Enfin, mon premier spectacle, c'est Journal d'un curé de campagne de Bernanos, ce que je considère être mon premier spectacle. Avant, j'ai fait des choses très anecdotiques, presque dans des caves. Et ensuite, il y a eu Henri IV de Daniel Collat, avec Jean-François Balmer, et là, je faisais Le Prince de Condé. Et donc, forcément, quand on travaille un rôle, on essaie de se nourrir un peu du contexte, donc j'ai commencé à lire un petit peu des livres d'histoire, et est venue La Conversation l'année suivante, donc rebelote, Bonaparte c'est qui, machin, on lit les bouquins, et là je me suis rendu compte que j'étais comme n'importe quel Français moyen de ma génération, c'est-à-dire que j'y connaissais quasiment rien en fait, ou vaguement, parce que j'avais une grand-mère archi passionnée d'histoire qui nous racontait beaucoup, mais sinon très très médiocre. Et voilà, donc j'ai eu envie de mieux connaître l'histoire. Donc je vais au bout de ma pensée, je suis désolé. Mais tu n'es pas désolé, on a beaucoup de temps. C'est pour expliquer comment je suis arrivé aux leçons d'histoire. En fait, il se trouve que peu de temps avant ces deux rôles, donc ces deux rôles consécutifs, Henri IV, le Prince de Condé, puis Napoléon, enfin Bonaparte, devenant Napoléon. Peu de temps avant, les éditions des Équateurs ont réédité tout Michelet. Oui. Donc il se trouve qu'au moment où je veux me plonger un peu dans l'histoire pour mieux comprendre, pour mieux connaître, c'est le moment de la réédition de Michelet, enfin un peu après. Et donc en lisant Michelet, enfin je lisais pas tout, mais en l'occurrence j'ai lu la partie sur Henri IV, par exemple. Je me suis dit, alors je connaissais Michelet comme tout le monde. Je savais que là, il y avait quelque chose d'assez génial, d'assez dingue, une langue éblouissante, enfin c'est quelque chose qu'on entend. Mais en fait, personne ne lit Michelet en France. Pourquoi personne ne lit Michelet ? Parce qu'il fait partie de ces auteurs fleuves du 19e. Il a passé sa vie à écrire son histoire de France. C'est 19 donc tomes, c'est je crois. 19 volumes.
puis 2 énormes, beaucoup plus que 2 en fait, sur la Révolution française. Et en fait, il y a consacré sa vie. Et aujourd'hui, on n'a plus le rythme pour lire ça. Ouais. Donc, on connaît parce que c'est notre mythologie. Et en lisant, j'ai trouvé le style éblouissant, que l'histoire pouvait avoir la même force, la même saveur, la même puissance d'évocation que le roman. Et tac, j'ai eu mon idée. Je me suis dit, mais au fond, cette frustration que j'ai de si mal maîtriser l'histoire, si j'ai ce ressenti qui me frustre, ça veut dire que c'est partagé par d'autres. Ça veut dire que d'autres personnes sont dans la même situation que moi. Donc je me suis dit, mais si je faisais une sorte de cours d'histoire, ça me permettrait d'apprendre l'histoire, et ça permettrait que les gens viennent se nourrir, et en plus, qu'ils découvrent l'histoire de France, mais pas comme on l'enseigne aujourd'hui à l'école, je ne remets pas du tout en question l'enseignement, mais qu'on vienne se renourrir des grands textes littéraires, parce que l'histoire de France est née par la littérature. Je veux dire par là que l'histoire, je veux dire un regard posé, un récit fait à partir de faits, ça c'est quelque chose qui date du 19e en réalité. Enfin avant, ça existait avant, il y a eu Voltaire, il y a eu des choses, mais c'est vraiment au 19e qu'on s'y met pleinement. Et l'histoire de France, ça a d'abord été un récit, ça a d'abord été quelque chose de conté, souvent d'assez merveilleux. Et on a tous gardé, évidemment, des images d'Épinal comme ça, qui se perdent un peu aujourd'hui, mais ça fait vraiment partie de notre patrimoine. Et je me suis dit, c'est dommage aussi de ne pas transmettre ce patrimoine, ce qu'on appelle un peu méchamment aujourd'hui, parce qu'on n'aime pas ce mot-là, qu'on appelle le roman national. Ouais. Mais moi, c'est bien parce que l'expression roman national montre bien qu'on assume le côté moins rigoureux, moins scientifique, voilà. Parce que vos textes, c'est Chateaubriand, c'est Victor Hugo, c'est Alexandre Dumas. Parfois, le lyrisme l'emporte un peu sur la véracité. Et c'est l'objectif. Mais parce que le but, à l'époque, c'était l'édification des enfants. Voilà. On leur apprend l'histoire, les grandes lignes, mais sans être dans la précision scientifique. Non, bien sûr. Le but était, à l'époque, ce qu'on appelait le roman national, c'était dans une France très divisée, d'essayer de retrouver une cohérence en faisant le récit de notre histoire. Et enfin voilà, je suis parti de Michelet, mais je suis allé à Victor Hugo évidemment, voilà, à des auteurs peut-être plus connus, Chateaubriand, Alexandre Dumas, qui disait « L'histoire est un clou auquel j'accroche mes histoires », mais là je suis allé chercher le clou, parce qu'il y a des passages, par exemple, il y a un passage sur la Saint-Barthélemy, qui en fait que j'ai pris dans la Reine Margot. Mais voilà, donc pour en revenir aux leçons d'histoire de France, le principe c'est ça, c'est que mon texte, c'est ma charte personnelle, c'est que mon texte n'est composé en fait que d'extraits de grandes œuvres historiques, mais d'écrivains, et si possible des noms qui claquent, évidemment, parce que il me faut des têtes d'affiche, et j'en ai sous la main, à disposition. Isabelle Schmitz, vous avez vu les spectacles de Maxime Daboville ? De Maxime Daboville, j'ai trouvé ça incroyable, en l'espace de 2h30 de temps, de voyager à travers 7 siècles. On galope à travers l'histoire, tout est incarné, charnel. Les personnages nous parlent extraordinairement. C'est fou, en fait, des gens qui ont vécu en l'an 1000 nous semblent familiers. Et vous arrivez à nous transmettre vraiment cette passion de l'histoire. Vous venez de citer Dumas, et il y a une phrase de Dumas très connue où il dit peu importe qu'on viole l'histoire si c'est pour lui faire de beaux enfants. Ouais. Et je voulais vous demander ce que vous en pensiez, parce que un esprit chagrin pourrait dire ah oui, mais c'est une vision de l'histoire extraordinairement fantaisiste, et donc si on emmène des gens qui ne connaissent pas l'histoire de France et qui la découvrent comme ça, c'est quand même très gênant de leur apprendre des erreurs. Non, parce que bon, en l'occurrence, il n'y a pas tellement d'erreurs non plus. Mais simplement, on comprend très vite qu'on est quand même dans le romanesque, dans la légende. Et alors, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, bien loin l'idée de se comparer, mais Shakespeare, c'est exactement ce qu'il faisait. Ouais. Quand il écrit Richard III, c'est pour faire du théâtre. À partir ça fait partie de... Bon, d'abord, c'est dans la charte, donc le spectacle n'est pas mensonger. Je veux dire, j'ai toujours d'ailleurs demandé au théâtre que les noms des auteurs soient le plus gros possible, parce que je veux que ce soit ça qui soit mis en avant, que c'est dans le programme, c'est expliqué dans le programme, que moi c'est la dimension romanesque et pas la rigueur scientifique qui primait, mais parce que de toute façon, à partir du moment où on fait de l'histoire, on bâtit un récit. À partir du moment où on bâtit un récit, on trompe la vérité, de toute façon nécessairement. Bon, là on y va carrément, on l'assume,
on s'en vante même, et voilà, c'est tout. Et c'est... Par exemple, ce que je dis souvent, c'est que moi, le D'Artagnan d'Alexandre Dumas, pour moi, fait beaucoup plus partie de notre patrimoine et de notre histoire que le vrai D'Artagnan. Voilà. Je veux dire, pour nous, D'Artagnan, c'est D'Artagnan d'Alexandre Dumas. Donc moi, voilà, quand je parle de D'Artagnan, c'est celui d'Alexandre Dumas que je fais revivre. Parce que c'est aussi... C'est notre cœur, c'est notre... Voilà, on sait qu'on a notre Iliade à nous, c'est l'histoire de France, mais le panache blanc d'Henri IV et tout ça. Et quand en plus c'est sublimé par une littérature aussi riche, aussi divers, bon ben pourquoi s'en priver ? De toute façon, le théâtre n'est là que pour dire la vérité à partir de mensonges. Le but du théâtre, c'est quand même de venir percer la nature humaine en racontant n'importe quoi. Je veux dire, on ne se présente pas sur une scène de théâtre pour faire l'école des annales ou un récit scientifique. Parce que moi, je suis spectateur, je dis, s'il vous plaît, vous pouvez rentrer chez vous. Là, ça ne va pas du tout, votre affaire, quoi. Moi, je suis au théâtre. Donc, quand on est au théâtre, on a besoin de ça. Il y a d'ailleurs des moments très savoureux où vous dites que le personnage que vous incarnez, l'instituteur de la République, il n'est pas commode, mais il est complètement passionné. Il dit, et c'est là que nos troupes l'ont emporté, nous avons remporté la bataille, nous avons gagné. Et mon personnage déteste les Anglais, et il s'en vante, etc. Drôle, alors que j'adore l'Angleterre. Comme ça que j'ai fait Erasmus. On vous a appris l'histoire. J'ai adoré ça. Bon, Geoffroy Caillet, qui est un grand spécialiste d'Alexandre Dumas, je me dis que ce spectacle vous a plu au moins par ce biais. Vous avez reconnu forcément quand il y a du Dumas. J'ai beaucoup aimé, oui, j'ai reconnu Dumas dans la description de la Saint-Barthélemy, où Maxime d'Aboville fait vibrer la prose de Dumas, décrivant les torches qui éclairent le pavé luisant. On ne sait pas si c'est sous l'effet de la lune ou des flaques de sang qui jonchent déjà les trottoirs aux alentours du Louvre. Mais il est évident que cette prose historique du XIXe siècle est une prose très théâtrale. Et c'est pour ça que la faire réciter par un comédien, le fait qu'un comédien puisse se l'approprier est très important. Il y a une très grande résonance entre cette prose telle que le lecteur peut la lire dans son livre et son interprétation au théâtre. Donc il y a une correspondance qui me semble absolument évidente. Effectivement, vous ne feriez pas vous ne pourriez pas faire le même travail à partir d'une œuvre d'un historien des Annales. Voilà. Et donc il y a vraiment une alliance tout à fait naturelle entre ces deux arts, que sont l'écriture de l'histoire au XIXe siècle et l'expression au théâtre. Et je pense que c'est intéressant. Je pense à des écrivains qui sont nés sous les auspices de l'école des Annales, et en particulier à Philippe Contamine, qui est mort il y a quelques années, et qui, Charles VII, notamment. Et qui, voilà, à la fin de sa vie, a écrit un Charles VII, une biographie, qui donc suppose un récit, suppose une écriture racontée de l'histoire. Et il me disait que finalement, pour lui, un historien devait démêler les brins d'un écheveau, et que le récit était un moyen de mettre en forme, d'expliquer le fruit de ses trouvailles, le fruit de ses recherches, et qu'il ne fallait pas opposer l'histoire savante et l'histoire populaire, parce que les deux correspondaient en réalité à deux publics différents, et que tous pouvaient se retrouver, en tout cas dans cette histoire populaire, telle qu'elle est incarnée dans un récit, et là, dans un récit en plus... magnifié par l'expression théâtrale. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a un autre élément qui est que justement, vous racontez et vous commentez très peu ce que vous racontez. Parfois, il y a des petites incursions qui permettent de créer une complicité avec le public et qui sont très bienvenues, mais vous ne faites essentiellement que raconter et donc vivre ce que vous dites. Et c'est très différent de ce que d'autres comédiens pourraient faire à partir de textes historiques, où la tentation du commentaire, qui permettrait des développements théâtraux très intéressants, donnerait. Mais là, c'est vraiment autre chose que vous avez choisi. Mais en même temps, le théâtre est le lieu de l'anti-explication. C'est le didactisme, en principe, n'a pas sa place. Quand on écrit une pièce, notamment une pièce historique, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait la chasse au didactisme. Dès que c'est didactique, on dit non, ça faut que t'enlèves, c'est pas possible. Ouais. C'est explicatif, on s'en fout, on est au théâtre, il ne faut pas d'explication au théâtre, jamais. Ouais. Le théâtre n'est jamais propulsé. C'est ce que disait Jouvet, il disait le théâtre, une phrase un peu dans le genre, n'est pas propulsé par le raisonnement, c'est propulsé par l'émotion. Donc l'imaginaire, etc. La réflexion n'a pas sa place au théâtre. Je veux dire, le théâtre suscite de la réflexion, mais la réflexion en elle-même
non, le théâtre est ennemi de ça, justement. C'est des choses qui vont pas ensemble. Donc, heureusement que je n'explique pas. Oui. Cher Maxime Daboville, est-ce que vous nous feriez le plaisir de monter sur les l'estrade et de nous... Parce que là, vous nous donnez tous envie de vous entendre et de vous voir et de venir sur scène un ou deux passages. Ces deux histoires de France, je vous en prie, allez-y. Histoires de France, c'est de l'an 1000 à Jeanne d'Arc, et le deuxième, c'est de François Ier. De 1515 au Roi Soleil. Au Roi Soleil. Voilà. Peut-être deux passages, un de chaque... alors je me mets là. Oui, je peux vous proposer pour prendre un grand nom, pour le premier, Chateaubriand, qui raconte la bataille de Poitiers. Donc c'est pas trop... Le 19 septembre 1356, près de Poitiers, les corps de chasse et les trompettes sonnent haut et clair. Les ménestrels jouent de leurs instruments, les soldats s'apprêtent, les seigneurs déploient leurs bannières et viennent se ranger à l'endroit où l'oriflamme des rois de France flotte au vent. Partout brillent de belles cuirasses, de riches armoiries. Là, s'est réunie toute la fleur de la France, car nul écuyer n'a osé demeurer en son manoir. Et on entend, au milieu de la voix des chefs, des fanfares et du hennissement des chevaux, on entend retentir les cris d'armes des plus illustres seigneurs de France. Montmorency, premier chrétien, Châtillon, noble duc, Bourbon, Notre-Dame, tous ces cris sont dominés par le cri de France. Montjoie, Saint-Denis, par les complaintes en l'honneur de la Vierge et par la chanson de Roland. L'ennemi, l'Anglais, s'est retiré sur une petite hauteur au milieu d'une vigne. Pour aller à lui, il n'y a qu'un chemin. C'est un chemin creux, bordé de haies épaisses, et ce chemin est tellement étroit qu'à peine 3 cavaliers peuvent y passer de front. À peine les chevaliers français sont-ils engagés sur le chemin entre les haies que les archers anglais, embusqués derrière les haies, font pleuvoir sur eux une grêle de flèches, des flèches longues, barbues, dentelées, mais surtout lancées à bout portant par cet ennemi invisible. Frappe dans l'épais bataillon les chevaux, percés d'outre en outre, effrayés, rendus furieux par la douleur, hennissent, ronflent, se cabrent, trébuchent et tombent sous leur maître. Les derniers rangs essaient de passer par-dessus les premiers rangs abattus, mais ils font qu'augmenter le péril et la confusion. Alors le roi de France, Jean le Bon, qui est resté à l'arrière, décide de marcher aux Anglais, qui sortent maintenant du défilé pour venir attaquer. Il se fait remarquer au milieu des siens par sa haute taille, son air martial, et par les fleurs de lys d'or semées sur sa cotte d'armes. Il est à pied, il tient à la main une hache à 2 tranchants. C'est l'arme des vieux francs. Déjà, le bruit diminue sur le champ de bataille. Les rangs s'éclaircissent à vue d'œil. Les chevaliers tombent les uns après les autres, comme une forêt dont on coupe les grands arbres. L'un d'eux, étendu au pied du roi, serre dans ses bras, raidi par la mort, l'oriflamme des rois de France, qui n'a pas voulu abandonner. Il n'y a plus que les fleurs de lys, debout sur le champ de bataille. La France, tout entière, n'est plus que dans son roi. 1000 ennemis essayent de le saisir vivant en lui criant « Si, rendez-vous !» Mais le roi, épuisé de fatigue et perdant son sang, n'écoute rien et veut mourir. Les Anglais le capturent et l'enferment à l'ombre. Ça, c'est fait. C'est magnifique. Et c'était donc Chateaubriand, pour vous servir. Vous voulez que j'en fasse un? Mais oui. Vous êtes sûr, hein? Mais oui. Donc alors Michelet quand même, parce que c'est le patron. Ouais. C'est le patron, Michelet. Hein. Ils étaient tous d'ailleurs fans absolus de Michelet. Dumas disait c'est mon Dieu. Victor Hugo l'adulait aussi. Enfin bref. Et c'est le fameux passage qui est assez connu dans la mythologie de l'histoire de France, c'est l'assassinat du duc de Guise. Le matin de l'avant-veille de Noël 1588, par un fort vilain jour, très bas et très couvert, le duc de Guise se rend à Blois. Vêtu d'un galant habit neuf, de satin gris, le manteau troussé sur le bras. Dans la cour du château de Blois, dans l'escalier, sur le palier, enfin partout, il rencontre un grand nombre de gardes, dont il s'étonne peu. Il pénètre dans la grande chambre du conseil, toujours suivi par des gardes qui s'assurent qu'on a bien fermé la porte derrière lui. Observe les visages des 45
gentilshommes du roi réunis en conseil s'assoit, se trouble un peu. « J'ai froid », dit-il simplement. Et quand il comprend qu'il est peut-être tombé dans un piège, il se lève le plus naturellement du monde, trousse son manteau sur le bras, ajuste ses gants de soie, salue les gentilshommes autour de lui. Au moment d'attraper la poignée de la porte, l'un des 45 lui saisit le bras et lui enfonce sa dague dans le poitrail. Tous les poignards se lèvent aussitôt. « Hé, mes amis !» s'écrie le duc. Seulement son grand manteau l'empêche de dégainer son épée. Frappé de tous côtés, il se débat comme un diable, jette à terre 4 de ses adversaires, parvient à rejoindre l'autre extrémité de la chambre, avant de s'écrouler du haut de ses 2 mètres. Henri III vient contempler son rival étendu et déclare simplement « Tiens, est encore plus grand couché que debout. » Et voilà. Bravo. Je reviens. Bon, cette citation est apocryphe, bien entendu. Il est encore plus grand mort que vivant, mais elle nous permet de mieux comprendre. Ouais. Couché que debout, il y a les deux, donc on ne sait pas laquelle choisir. Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir des professeurs d'histoire comme ça, n'est-ce pas? Ah oui, ça fait absolument rêver, c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure de Jouvet. Vous avez eu comme professeur Jean-Laurent Cochet. Pas commode. Oui, pas commode. Est-ce qu'il avait une leçon particulière lorsqu'on on endossait justement le costume d'une personnalité historique? Est-ce qu'il avait des consignes particulières pour incarner un homme qui avait vraiment existé, qui n'était pas le fruit d'une création? Non, je crois pas. Non. Cochet, il était contre toute forme d'extériorité du jeu. Donc il estimait que par la technique, le jeu devait être totalement incarné dans l'acteur qui représentait le personnage. Donc il ne s'agissait pas d'aller se grimer. Il ne supportait pas, par exemple, un acteur qui prend une voix pour jouer un personnage. Il ne supportait pas Cochet. Il était de la vraie bonne école classique qui fait que quand Cochet était sur scène, qui disait un texte, on avait l'impression que c'est lui qui parlait, quoi. On pouvait absolument pas... Il pouvait dire n'importe quel texte. À aucun moment, on pouvait se dire que c'était un acteur qui jouait. Et ça, c'était l'école Cochet, en fait. Alors, je ne dis pas qu'on n'y est pas revenus, tous, mais en tout cas, c'était son exigence. Donc, pour lui, il fallait... Ce qui comptait, c'était l'écriture. Il fallait se noyer dans l'écriture pour qu'elle devienne complètement ancienne. Il fallait s'oublier dans l'écriture de l'auteur. Mais il n'y avait pas une technique particulière à jouer. Il ne supportait pas, par exemple, les acteurs qui jouent des rôles historiques, et sous prétexte que c'est historique, ils prennent une voix comme ça, où ils parlent bizarrement, parce que ça a 200 ans. Sauf qu'il y a 200 ans, les gens, ils parlaient normalement, en fait. Je veux dire, aujourd'hui, on a des fantasmes. Alors, si on veut faire un théâtre purement, je dirais, je sais pas, ou essayer de comprendre exactement comment ils faisaient. Bon, ils avaient un accent prononcé, etc., mais on va pas faire ça. C'est comme quand j'ai joué Bonaparte, certains m'ont dit « Oh, ce serait quand même bien que tu aies l'accent corse », enfin, un truc complètement grotesque, vous voyez. Ce qui compte au théâtre, c'est le vraisemblable, c'est pas la vérité. La vérité est souvent ennemie du vraisemblable. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, je peux ou pas? Bien sûr. Je suis désolé. Non, mais à ce titre-là, quand j'ai fait un spectacle, moi j'ai été fan. Bon, j'ai beaucoup appris avec Jean-Laurent Cochet, et j'ai beaucoup appris aussi, mais par ses entretiens avec Michel Bouquet, sans le connaître vraiment. J'ai tellement aimé Michel Bouquet que j'ai fini par faire un spectacle sur lui à partir d'entretiens qu'il avait tenus. Donc j'ai travaillé de ça, à partir de ces entretiens, et j'ai joué Bouquet. Sauf qu'en fait, ces entretiens existaient vraiment, et ce que je ne savais pas, c'est que France Culture les avait diffusés, et c'est comme ça que France Culture avait créé l'émission À Voix Nue. Ah oui, à partir de ces entretiens qu'il avait eus avec Charles Berling pour le livre. Et bien après avoir travaillé, j'ai écouté les entretiens, et je trouvais qu'il parlait faux. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils l'ont fait redire son texte à la radio, pas du tout. Pas du tout. Mais si vous voulez, c'est pour dire que parfois la réalité, quand on la passe par le filtre dramatique, enfin, la réalité peut paraître fausse. Vous voyez, alors que nous, enfin bref, je commence à m'éloigner un peu de la question. Mais
Pour revenir à l'histoire, parce que vous avez aussi fait un spectacle sur la Révolution. La Révolution française, oui, tout à fait. C'est le dernier des 3, il y en a 3. Il y en aura peut-être un 4e. Ah ben il y a un 4e qui est en train de... Là, j'ai écrit le Napoléon. Voilà, toujours avec des grands auteurs. Ah oui, là j'ai beaucoup Chateaubriand, Les Mémoires d'outre-tombe, Victor Hugo, Tolstoï pour Austerlitz, c'est absolument magnifique. Je n'avais jamais lu Guerre et Paix. Mais Austerlitz par Tolstoï, c'est tout simplement génial. Mais si on met ça avec le nombre de rôles quand même historiques que vous avez joués, vous avez quand même maintenant une propension à vous diriger vers des rôles historiques Non, parce que j'ai plus tendance à les refuser. Ah oui? Oui, parce que ce que j'aime bien, c'est faire des choses différentes. Changer quand même, oui. Alors j'ai mon cycle de seul en scène, ça c'est très particulier sur l'histoire de France. Ça c'est vraiment quelque chose d'à part que j'ai toujours fait... comme un travail d'amateur, c'est-à-dire avec la passion de l'amateur, on va dire. Mais après, dans des rôles plus conventionnels, en troupe, quand on me propose un rôle historique, comme j'en ai beaucoup fait et que j'aime bien faire des choses variées, j'ai plus tendance à me méfier qu'à me jeter dessus. Vous voyez, c'est pas pour ça que je les refuse, mais j'ai plus tendance à me méfier qu'à me jeter voilà, donc... oui, je pense aussi que... On sait que j'aime l'histoire et... Il n'y a pas beaucoup d'autres comédiens qui font un petit peu qui ont la même démarche que vous, de s'intéresser autant à l'histoire. Non, vous avez quand même... Non, certes, c'est... Et ils vous regardent comment lorsqu'ils voient vos spectacles, lorsqu'ils entendent parler les histoires de France? Oh non, ils viennent pas beaucoup le voir, à vrai dire. Mais ça m'est égal, en fait. J'adore les gens de mon métier, j'ai beaucoup d'amis, etc. Mais, comment vous dire moi, je joue pas pour les gens du métier. Enfin, je trouve que c'est un peu le danger de notre corporation. Oui, je dis ça. Le danger de notre corporation, c'est qu'on a besoin de travailler. Et donc, facilement, on va faire des spectacles aussi inconsciemment, mais pour plaire aux autres gens du métier et pour les faire venir et tout ça. Et il y a tout le métier qui vient. Et en fait, finalement, on pense plus qu'à leur regard à eux. Et voilà, moi, j'essaie de sortir de l'entre-soi. Oui. Une tendance naturelle. Oui. Alors, c'est vrai que par exemple, je leur dis pas, venez voir les histoires de France. Bon, et spontanément, c'est vrai que c'est pas de ce que je fais, c'est pas ce qu'ils viennent le plus voir, on va dire. Voilà. Leçon d'histoire de France, Maxime Daboville, donc le jeudi, vendredi et samedi au théâtre de Poche Montparnasse jusqu'à mi-juillet. Oui, absolument. Et puis à la rentrée, on en parlera tout à l'heure, vous aurez une autre actualité toujours au théâtre de Poche Montparnasse. Je vous propose de faire un petit pas en arrière dans l'histoire avec Isabelle et Geoffroy, puisque tous les deux vous avez piloté 2 Figaro exceptionnels, l'un sur les guerres médiques et l'autre sur la romantique. On va commencer avec vous, Isabelle Schmitz, avec ce hors-série consacré à la romantique. Consacré à la romantique, on a essayé de faire rentrer toute l'histoire de la romantique en 160 pages. Alors c'est compliqué, c'est un peu comme 7 siècles en 2h30, mais on espère réussir autant le défi que vous l'avez relevé et réussi dans les leçons d'histoire de France. En fait, c'est le but de ce numéro, c'est de faire découvrir la richesse de l'histoire de la romantique depuis sa fondation en 753 avant Jésus-Christ alors on va jusqu'au sacre de Charlemagne en 800, mais on se concentre quand même, le gros de ce numéro, c'est vraiment la construction de Rome, de sa culture, de son art, de son esthétique. Il y a un magistral article de Michel de Gégère sur la question de est-ce qu'en art, les Romains ont tout volé à leurs voisins, en l'occurrence aux Grecs. Quand vous visitez un musée à Rome, c'est toujours copie romaine d'un original grec. Et en fait, la question, c'est oui, mais est-ce que les Romains ont apporté quelque chose à cette interprétation? Et la réponse est oui. Je vous engage à le lire, c'est fabuleux. Il y a aussi tout un reportage qu'on a fait à Ostie, le port de Rome, construit spécialement pour accueillir toutes les richesses qui arrivaient de partout de l'Empire. On a consacré bien évidemment un article à l'Ossium, au loisir et au Colisée, parce que n'en déplaise aux vieux Romains, à Juvénal, à Caton l'Ancien, eh bien, le pain et les jeux, c'était quand même un programme qui marchait très très bien. Et en fait, les Romains aimaient énormément les jeux du cirque. Et pourquoi les aimaient-ils? Que faisait-on là-bas? On a aussi, Geoffroy, exploré la Via Appia
et tous les vestiges qui restent le long de cette merveilleuse route au pavé si évocateur des grandeurs de Rome. Je me suis intéressé aux premières églises, des catacombes jusqu'aux basiliques, et comment les chrétiens ont perpétué l'héritage de Rome en reprenant l'iconographie. Par exemple, si les anges ont des ailes dans nos églises, c'est parce que les victoires romaines étaient ailées et qu'il fallait parler aux gens un langage qu'ils connaissaient. Et donc voilà, on essaye d'apporter sur la Rome antique une connaissance incarnée, riche, accessible et en même temps très intéressante, je crois. Maxime Naboli, il y a des pièces qui ont pour cadre l'Antiquité que vous avez jouées ou que vous auriez adoré jouer, des rôles dans Racine ou... Oui, c'est ça, il y a toutes les grandes pièces de Racine, bien sûr, qui beaucoup ont pour cadre l'Antiquité, notamment en Rome. Enfin, je pense notamment à Britannicus. Oui, j'aurais adoré jouer Néron, faut reconnaître. Oui, j'avoue. J'en ai joué des salopards, hein. Des bien tarés, j'en ai joué. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et Néron, ça me déplairait pas. Dans The Servant, un rôle de domestique complètement pervers. Et c'est drôle parce que j'ai repensé à cette pièce en vous voyant sur scène, en voyant la façon dont vous arriviez à incarner toutes sortes de personnages et de traits de caractère humain. Quand vous disiez que l'histoire relatée par nos grands auteurs explore l'éternel humain, je crois que c'est très vrai et que sans doute votre fréquentation des rôles un peu bizarres d'aller jouer les tordus, les disgracieux. C'est notre métier aussi. Intéressant. C'est plus intéressant. C'est pas plus intéressant, mais c'est comment dire. Je vais employer c'est plus moral quelque part parce que justement c'est amoral et parce qu'il y a des acteurs qui veulent pas le faire. Et je trouve que ça fait partie de notre dignité d'acteur, de venir représenter la nature humaine dans tout ce qu'elle a, y compris de plus crasse, et de l'assumer complètement sans jugement. Je pense que l'acteur est même plus que l'avocat, parce que l'avocat, on ne sait pas ce qu'il pense de son personnage qu'il défend. Il nous fait croire qu'il l'adore, qu'il le trouve formidable, tandis que nous, acteurs, on est obligé de l'aimer un peu, on est obligé de l'accepter, sinon on ne peut pas le jouer correctement, y compris les pires salopards. Et je trouve que c'est notre dignité d'acteur de faire ça. Et donc moi, je le fais très volontiers, et même avec un certain plaisir, parce que je sens qu'il y a des gens que ça choque, et donc par provocation, aussi par petit esprit de provocation, j'aime bien le faire. Mais parce que, en fait, fondamentalement, je trouve que ça fait partie de notre dignité. Voilà. Il y a vraiment des comédiens qui refusent des rôles trop durs. Ah, bien sûr. Il y a des comédiens qui joueront jamais un pédophile, qui joueront jamais évidemment, et je peux le comprendre. Mais je trouve que... par exemple, Bouquet disait, je trouve ça ignoble. Il disait, enfin, c'est quelque chose que j'avais repris dans mon spectacle, j'avais un peu transformé. Mais il disait, je trouve ça ignoble de refuser un rôle pour des questions morales. Je trouve ça terrible, parce que quelque part, c'est comme si un avocat disait, ah non, un avocat commis d'office disait, ah bah non, lui je peux pas, lui non. Bah non, justement, nous... Il faudrait qu'il y ait des comédiens commis d'office. Mais carrément, mais ce serait formidable. Quelle bonne idée. Mais quelle bonne idée. Non, bien sûr, il y a beaucoup de comédiens qui disent, ah ben non, ça... Et il y a aussi beaucoup de comédiens, excusez-moi, parce que là je m'éloigne de la Rome antique, mais il y a aussi beaucoup de comédiens, et ça moi, ça m'agace, pourrait m'agacer un tout petit... qui aiment jouer des rôles valorisants parce que ça les valorise eux. Par exemple, ils vont aimer jouer des héros ou des gens formidables. Mais je comprends, parce qu'en se frottant à ça, quelque part, la beauté du personnage éclabousse sur eux. Vincent Lindon, par exemple. Eh ben, je pensais à lui en le disant. Mais attendez, j'ai une admiration folle pour cet acteur. C'est un acteur éblouissant. Mais par exemple, je suis pas sûr que Vincent Lindon accepte de jouer un salaud. Alors en même temps, je veux pas le critiquer parce que je l'ai entendu justement. Parce que c'est drôle, je pense exactement à lui. Je l'ai entendu dans une émission. C'est dans votre tête, Maxime. Vous le savez pas. Je l'ai entendu dans une émission où il parlait de ça justement, et j'ai dit respect. C'est-à-dire qu'il était extrêmement, je veux dire ça, voilà, ce qu'il disait était tout à fait convaincant, et il a quand même fait un truc énorme. Je pense alors lui, il s'est rattrapé autrement. Ça, si vous l'avez pas vu, il faut regarder ça sur Arte. Il y a un film sur lui, où il s'est filmé, et il est pathétique, et il montre, et je pense que justement, il rachète en fait, il rachète le fait de s'être héroïsé à travers ses rôles, en disant, ok, dans mes rôles, je suis un héros, mais maintenant, vous allez voir le vrai Lindon, une énorme merde. En gros, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire qu'il montre tout ce qu'il a de pathétique. Et c'est pour ça qu'il veut jouer les héros. Et ça, je n'en reviens pas. Il est extraordinaire, ce documentaire. C'est très très honnête. Mais il se
il se malmène à un point. Ouais. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il a largement compensé le fait de ne pas être allé tremper dans la misère humaine morale. Allez, on replonge dans l'Antiquité avec vous, Geoffroy Caillet, et avec ce Figaro Histoire consacré à la Grande Guerre des Grecs. Vous allez voir qu'il y a un rapport avec le théâtre, parce qu'effectivement, on consacre un dossier... Vous avez parlé d'Échille. On consacre un dossier aux guerres médiques, et il y a cette pièce d'Échille, qui est probablement la pièce la plus ancienne qu'on ait conservée, 472 avant Jésus-Christ. Échille est un ancien combattant des guerres médiques, donc de Marathon d'abord, de Salamine, deuxième guerre médique ensuite, et Échille met dans la bouche du conseiller du grand roi, du conseiller du roi dans les Perses. Dans les Perses, dans la pièce Les Perses, il met dans la bouche du conseiller de Xerxès, qui est le protagoniste de la deuxième guerre médique, ces mots en parlant des Grecs. Ils ne sont ni esclaves ni sujets de personne. Et c'était en fait la grande idée des Grecs contemporains des guerres médiques, à commencer par Échille, mais également Hérodote, qui a écrit l'histoire des guerres médiques, que c'est la liberté qui avait été le garant de la victoire des Grecs contre les Perses, puisque au bout de 2 guerres médiques, les Grecs ont gagné, ont vaincu les Perses. Et donc cette idée de la liberté, qu'on avait su s'unir en dépit de nos différences pour lutter contre les Perses, était très forte à l'époque. Et pour nous, modernes, la version, si vous voulez, contemporaine, c'est que c'est la démocratie qui avait donné la victoire aux Grecs contre les Perses. Et on se rend compte à travers nous, à travers ce dossier, en étudiant le sujet avec les historiens, que c'est une vision qui mérite d'être nuancée, parce que en réalité, déjà, les Grecs n'ont pas été les grands perdants absolus des guerres médiques. Ils ont fini par être les arbitres des cités grecques. Et quand la guerre du Péloponnèse, 80 ans après, se termine, elle se termine au bénéfice de Sparte, parce que les Perses ont corrompu, enfin ont acheté les Spartiates. Ils leur ont donné de l'or pour vaincre Athènes. La deuxième idée aussi qu'on a un peu discerné à travers ce dossier, c'est que la démocratie n'avait pas été la cause de la victoire, puisqu'à l'époque, seulement 31 cités libres se sont unies sur des centaines contre les Perses, et la seule démocratie, c'était Athènes. Donc c'est quand même un peu maigre pour parler vraiment de victoire de la démocratie. Et quand on parle des Thermopyles, des 300 de Léonidas, qui étaient-ils ? Ils étaient l'élite d'une oligarchie par essence, qui était vraiment la cité de Sparte. Donc on est très loin de la victoire de la démocratie. Et en revanche, il semble bien plutôt que la démocratie a été une des conséquences des guerres médiques. Parce que tout simplement, à cause de la victoire de Salamine, victoire essentiellement due aux rameurs, aux têtes, qui étaient ceux qui n'avaient rien dans le système politique athénien, les autorités politiques d'Athènes ont dû lâcher du lest, élargir en réalité le corps civique et intégrer cette classe sociale dans les nouvelles institutions de la démocratie. Donc la démocratie a plutôt été renforcée, mais par voie de conséquence, si vous voulez. Et puis il y a une autre chose à observer, c'est qu'au même moment, en réalité, c'est l'hégémonie athénienne qui commence. Et donc vous voyez que de la démocratie, on passe très vite à l'hégémonie. Et qu'est-ce que cela nous enseigne ? C'est que de la défense tout à fait légitime du legs qu'on a reçu et qu'on voudrait défendre contre un envahisseur ennemi, comme ça a été le cas des Grecs contre les Perses, on passe très rapidement à la volonté de puissance. Et finalement, c'est cette leçon peut-être pour nous, contemporains, qui ressort des guerres médiques. Et cette ligne de fracture finalement très ténue entre les deux, elle passe, comme dirait Solzhenitsyn, au cœur de chaque homme. Ouais. Et c'est plus aussi l'idée de la défense de la civilisation contre la barbarie, idée qui demeure assez contemporaine, qui, plutôt que de se battre, on se bat certes pour la démocratie, mais surtout pour ce qu'on considère être la civilisation contre les barbares. On se bat pour un fond commun qui ne s'incarne pas forcément dans une forme politique en tant que telle. Ce sont les mœurs, c'est la langue commune. À l'époque des Grecs, c'était des dieux communs. Et donc c'est tout ça qui forme un substrat culturel et qui peut en réalité emprunter des formes institutionnelles politiques différentes. Mais c'est ça qui mérite d'être défendu. Le Figaro Histoire consacré à ce que vous appelez la Grande Guerre des Grecs, avec récit de la bataille des Thermopyles, Marathon, bien entendu, et puis ces personnages, Xerxès, Darius,
et tous ces héros ou anti-héros grecs et perses de ce 5e siècle avant Jésus-Christ. On va terminer, il reste un petit quart d'heure tranquillement avec peut-être d'autres coups de cœur sur lecture ou sur des expositions. Alors pour rester dans la Rome antique, moi j'ai un coup de cœur qui est également au Théâtre de Poche, c'est les Mémoires d'Adrien. Bah voilà, on a fait la synthèse. Absolument magistral. Exceptionnel. Joué par Jean-Paul Borde, qui est un acte. Alors là, c'est un empereur qui n'est pas dupe de lui-même, qui au soir de sa vie contemple le chemin parcouru, toutes les illusions qu'il a perdues les unes après les autres. C'est dans une langue merveilleuse. Marguerite Yourcenar pourrait faire partie de vos. C'est un autre style, mais à aucun moment ça ne redescend. On est je trouve fasciné par la qualité de ce texte et une interprétation sobre mais extrêmement juste. J'avais noté une formule: un seul être nous hante comme une musique et nous tourmente comme un problème. Il dit ça, voilà, en parlant de Antinous, ce jeune, cet amour qui est mort avant lui. Donc ça, voilà, c'est mon coup de cœur théâtral. Si vous le commentez, c'est qu'on doit comprendre que, contrairement à vos collègues, vous allez voir les pièces des autres. Ah non, attendez, mes collègues vont voir, on va tous voir, je vais beaucoup voir les autres spectacles. Non, je dis juste qu'il faut faire attention quand on monte des spectacles, à pas tomber dans cette logique de penser d'abord au métier quand on monte des projets, tout ça. C'est vrai qu'on joue d'abord pour le public, et puis le métier, c'est une famille et tout ça, mais c'est pas pour eux, voilà. Et parfois on veut d'abord plaire aux gens du métier. Je sais pas comment dire, mais bref, bon, ça c'était une parenthèse. Mais quand vous allez voir des pièces, justement, mais je vais voir beaucoup. Mais justement, mes collègues de bureau. Ils vous apprennent des choses. Énormément. Ouais. J'apprends énormément en allant voir les autres. Par exemple, en allant voir Jean-Paul Borde, en plus qui est un homme merveilleux que j'aime beaucoup. Ouais. Évidemment, on apprend beaucoup en allant voir les autres. On aiguise notre regard. Et puis moi, c'est vrai que quand je vais voir les collègues, entre guillemets, vraiment, j'y vais en spectateur lambda. C'est-à-dire que j'oublie. Abstraction de votre propre... Ça vous y arrivez? Pas complètement, parce qu'il y a des... Parce qu'après, on va avoir une analyse peut-être plus pointue sur certains trucs, où on se dit « Ah, ça, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. » C'est quand même... Mais moi, j'essaie quand même d'être avant tout un spectateur. Ouais. Je pense qu'il ne faut jamais perdre... c'est aussi pour ça que je disais que mes leçons d'histoire, je les ai construites comme un amateur et je les joue comme un amateur. C'est aussi parce que moi, j'ai fait 8 ans de théâtre amateur avant et qu'il ne faut jamais oublier ça, de rester dans le goût, de faire les choses par goût et d'aller au théâtre comme un amateur de théâtre et non pas comme un professionnel avec un... Non, d'ailleurs, je pense que le fait d'être un professionnel, si on est bienveillant, etc., on prend encore plus de plaisir. On devient des spectateurs, encore plus charmés, finalement. Bien sûr. Parce que... oui, parce que, je sais pas, on a des... On a presque une admiration oui, tout à fait. Non, moi j'ai beaucoup de plaisir à aller au théâtre et dès que je peux, j'y vais. Et surtout au théâtre de poche. Je peux faire des recommandations. Oui, on va vous en demander, mais surtout au théâtre de poche où il y a quand même des... Ah, mais théâtre de poche, c'est la famille. C'est la famille. C'est quand même Philippe Tesson que j'aimais tellement. Et Stéphanie. Qui vous appelait le troubadour à propos de ce spectacle sur l'histoire de France, en disant que vous étiez à la fois poète et conteur à travers cette... Non, on s'entendait bien, il y avait un lien, ouais. Et que Stéphanie a réussi à préserver, cultiver. De toute façon, c'est une famille comme on les aime, c'est-à-dire anticonformiste, totalement atypique, joyeuse, pleine d'esprit. Enfin, voilà. Quand des gens comme ça existent, il faut en prendre soin et il faut en parler, quoi. Parce que les Tessons sont des gens qui font du bien à la France. Et il est difficile. Franchement, mais je le dis franchement. On peut aller tous les jours de la semaine voir 2 pièces et c'est franchement très difficile d'être déçu. Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Tout à fait. Geoffroy, en sortant un peu de théâtre, quelques minutes. C'est pour replonger dans l'histoire, alors. Bah, bien sûr. Ça nous ramène à Dumas, parce que je vais vous parler de la biographie de Joël Cornette sur Anne d'Autriche, la régente absolue, qui est sortie il y a un mois chez Gallimard. Et une très belle biographie, magnifiquement écrite, avec une qualité de langue
absolument éclatante et qui montre la destinée très peu commune de cette reine qui a été fiancée à 1 an à Louis XIII, qu'il a épousé à 14 ans et qui pendant 20 ans n'a absolument rien fait parce que Richelieu se méfiait terriblement d'elle. Donc elle est arrivée de Madrid à la cour de France, qui était bien moins raffinée à l'époque que celle de son père, Philippe d'Espagne. Et pendant 20 ans, donc elle a été tenue vraiment quasiment au secret. Et il a fallu la mort du cardinal en décembre 42 et de Louis XIII en mai 1643 pour qu'elle soit tout de suite propulsée régente. Et donc c'est déjà tout le paradoxe de cette monarchie française qui ne préparait pas les reines à un rôle politique, alors même que la possibilité de la régence était toujours actée. C'était déjà arrivé dans le passé. Et c'était arrivé avec Marie de Médicis, ça sera encore le cas, ça a été le cas aussi plus tôt avec Blanche de Castille, ça a été le cas aussi avec Catherine de Médicis. Anne d'Autriche sera la dernière. Et là, elle va vraiment se révéler comme animal politique, on pourrait dire. Alors Richelieu avait eu la bonne idée de lui mettre dans les pattes, si on peut dire, Mazarin, en qui il avait toute confiance, alors que c'était un personnage d'une facture totalement différente. Mais l'un et l'autre avaient un souci et un soin très important de l'État. Le but, évidemment, c'était de préserver le pouvoir du jeune Louis XIV, ce à quoi Anne d'Autriche, sa mère, et son ministre Mazarin se sont employés, en affrontant bien sûr la fronde des parlementaires, puis la fronde de la noblesse. Et elle a affronté ces événements avec un courage et une détermination extraordinaire, celle qui a pris la décision de quitter Paris pour Saint-Germain, parce qu'elle a vu que vraiment le pouvoir et peut-être la vie de son fils étaient menacés. Et elle a été vraiment une femme exceptionnelle, vraiment un papillon qui est sorti comme ça de sa chrysalide, et on la suit jusqu'à sa mort au milieu des années 1660. Alors après, une fois que son fils, son géant de fils règne tout seul, elle se retire dans l'ombre, mais elle fait encore beaucoup de bien, notamment en ornant spectaculairement le Val-de-Grâce, qui est vraiment sa grande œuvre. Elle l'avait créé et elle en prend soin jusqu'à sa mort, et en dispensant, on imagine, encore quelques prudents conseils autour d'elle. Vous évoquez d'ailleurs le passage de la fronde dans votre spectacle, et comment la fronde a incité Louis XIV presque à créer le château de Versailles en disant je vais mettre tous ces nobles, parce qu'il a bien retenu la leçon qu'il y avait une fronde parlementaire, mais aussi une fronde des nobles, en disant on va les mettre tous ensemble à un endroit, comme ça je peux les surveiller. C'est un texte il avait été traumatisé par la fronde, donc il a voulu domestiquer cette noblesse un peu trop frondeuse, et Versailles, c'était ça l'idée. Versailles, où se tient, vous avez vu la transition, une exposition immersive remarquable. À Versailles, vous pouvez admirer dans une petite pièce à l'entrée du château un lieu de réalité virtuelle où sont reconstitués 3 magnifiques jardins de Versailles qui ont disparu à cause des aléas du temps. Il y a la ménagerie extraordinaire remplie d'animaux exotiques qui existait à l'époque de Louis XIV et qui s'est arrêtée au cours du XVIIIe siècle. Le bâtiment a été détruit au début du XXe, et donc on revit au milieu des animaux éléphants, flamants roses, cacatoès, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a peut-être le jardin le plus singulier qui était le labyrinthe, qui était à l'emplacement de l'actuel bosquet de la Reine, qui est un parcours initiatique représentant des fables d'Ésope à l'usage du dauphin, pour l'instruction du dauphin. Et donc on se promenait de groupe sculpté en groupe sculpté au milieu des bosquets, au milieu des fontaines. C'est un endroit splendide, malheureusement trop difficile, trop coûteux d'entretien, et donc il a disparu sous Louis XVI. Et puis il y a la grotte de Thétis. Alors c'était une sorte de petit palais aquatique à la mode italienne, une loggia, qui avait une fonction pratique, qui était de contenir sur son toit le réservoir d'eau qui alimentait les jardins, les fontaines des jardins de Versailles. Et c'était ce palais de Thétis était attenant au château, et donc quand Louis XIV a voulu agrandir 20 ans plus tard le château, malheureusement la grotte a été détruite, mais elle renaît, ces sculptures ont été remployées dans le bosquet des Bains d'Apollon, donc on le voit aujourd'hui encore dans les jardins de Versailles. C'était réaménagé sous Louis XVI par Hubert Robert, et il reste quelque chose à travers cette stature extraordinaire d'Apollon servie par les nymphes, les sculptures des chevaux du soleil aussi, c'est-à-dire la plus belle sculpture
française du XVIIe siècle. Il y a quelque chose de ce palais de Tétis, de cette grotte qui revit actuellement encore dans les jardins de Versailles. Mais si vous voulez la voir comme elle était, il faut faire cette expérience de réalité immersive. Ça dure une trentaine de minutes et vous avez 3 jardins qui défilent l'un après l'autre sous vos yeux. C'est fabuleux. Et vous promenez à l'intérieur de ces jardins. Vous promenez vraiment à l'intérieur de ces jardins et c'est vraiment un des usages les plus appropriés, les plus justifiés de la réalité virtuelle, puisque ces jardins en tant que tels n'existent plus. Donc la technologie permet de les faire revivre. Isabelle, d'autres coups de cœur? Alors moi, c'est un jardin beaucoup moins amusant, mais c'est un livre très intéressant de Miguel Platón qui s'appelle La répression dans l'Espagne de Franco. On change de thème. 1939-1975, un livre intéressant parce qu'en fait, il fait connaître au grand public des dossiers, à peu près, c'est 30 000 dossiers de condamnation à mort à la fin de la guerre d'Espagne, qui ont été traités par l'administration de Franco et qui ont été retrouvés à Avila, dans les archives militaires, dans un placard, en 2010. Ils n'avaient jamais été étudiés. Et donc, ils ont tous été étudiés, un par un, et ce sont toutes ces histoires de ces hommes et de ces femmes qui ont été donc prisonniers, condamnés à mort, et pour la plus grosse moitié d'entre eux, en fait, graciés. Ce que l'on apprend de ce livre, c'est que la justice franquiste était dure, mais elle n'était pas du tout ni expéditive, ni aveugle, ni inhumaine pour ce que l'on peut juger quand on voit dans ces pièces. Il y avait 5 instances différentes qui examinaient chaque cas, qui écrivaient au village d'origine des prisonniers en demandant des témoignages en leur faveur, et tout témoignage en leur faveur qui arrivait était pris en compte, et quand il y avait un doute, il jouait en faveur du condamné. Donc ça donne quand même une image beaucoup plus nuancée et je pense quand même très intéressante à savoir. Ne serait-ce que pour les chiffres, parce que j'ai toujours lu qu'il y avait eu 30 000 exécutés. En fait, il y en a eu 14 000. Bon, ce qui est beaucoup, ce qui est dur, mais 16 000 graciés. Et c'est assez poignant de voir les échanges entre les différents, les Espagnols de ce temps, les condamnés, les familles des condamnés qui écrivent au village en disant voilà, mon mari est accusé d'avoir tué le vôtre, est-ce que et puis la veuve disant mais mon mari n'a jamais parlé du vôtre, alors que j'ai entendu des noms de gens qui lui étaient hostiles. Donc s'il ne m'en a pas parlé, c'est sans doute que votre mari n'y est pour rien. Je mets ça dans le dossier. Enfin, c'est assez émouvant quand même de voir une sorte de réconciliation en fait avant l'heure des deux parties nationales et républicaines. Et voilà, ce livre est vraiment très intéressant. Et c'est publié aux éditions de l'Artilleur. Aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup Isabelle. À vous Maxime, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez lu ou vu? Mais non, si on reste aux poches, je pense que ceux qui ne l'ont pas encore vu, parce que c'est une reprise et c'est un tel bijou, c'est le Tchekhov, L'ours et la demande en mariage de Tchekhov. C'est des comédies, parce qu'on ne connaît pas bien les comédies de Tchekhov, mais à un moment, ça marchait, pour lui, ça marchait difficilement. Et il a écrit ces comédies, ça a été un triomphe. Et voilà, elles sont génialement mises en scène par Jean-Louis Benoît, avec notamment une actrice qu'il faut quand même avoir vue une fois dans sa vie, c'est Emeline Bayard, qui est une actrice tout simplement géniale. Et c'est un délice, quoi. C'est un Feydeau à la russe, mais c'est fabuleux, quoi. On rit, c'est vraiment très, très, très drôle. Et puis, évidemment, j'ai envie de recommander aussi le grand coup de cœur de l'année, pour moi. Oui. Mais je crois que vous l'avez reçu ici. C'est Les Liaisons dangereuses, à la Comédie des Champs-Élysées. Oui. Mis en scène par Arnaud Denis, avec notamment Delphine Depardieu, qui a eu le Molière de la meilleure comédienne. Mais c'est un bijou, cette adaptation, vraiment. C'est remarquablement interprété par tous les acteurs. Je recommande très, très, très chaleureusement. Une pièce avec un décor historique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il se trouve qu'elle est remarquable. Et la langue. C'est ça aussi. C'est que parfois... voilà, il y a une langue. Et quand il y a une langue, ça, enfin, en tout cas au théâtre, c'est très porteur. Eh bien moi, j'aimerais vous inviter, cher Maxime Daboville, et tous, à une grande soirée historique que nous organisons. Alors, ça ne sera pas exactement du théâtre, enfin, à moins que le rôle de gladiateur vous tente. C'est exactement fait pour moi. C'est mon emploi. C'est vrai. Bah, évidemment, j'ai vérité. Mais pourquoi vous ne prenez pas pour un gladiateur? Je dis ça tout le temps. Ou un garde du corps. La reconstitution historique du groupe Gladia Armatura, puisque nous avons des gladiateurs qui vont reconstituer un combat de gladiateurs après le film Gladiator, qui sera projeté le lundi 16 juin au cinéma L'Arlequin. Et ce sera suivi d'un débat d'historiens avec
Alexandre Grandazzi, professeur d'histoire romaine, Éric Tessier, également professeur d'histoire romaine. Et gladiateur, scénariste des Jeux romains de Nîmes, Geoffroy Caillé, grand rédacteur en chef du Figaro Histoire et critique cinéma qui va nous expliquer en quoi Gladiator magnifie l'art du péplum, enfin en tout cas le poursuit, et François-Xavier Bellamy qui nous expliquera les pensées de l'empereur philosophe Marc Aurèle que l'on voit dans ce film. Donc voilà, ce sera une très belle soirée et donc vous êtes tous chaleureusement conviés à venir y participer. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller au Théâtre de Poche-Montparnasse applaudir Maxime Daboville. On vous retrouvera d'ailleurs à la rentrée, toujours au Théâtre de Poche-Montparnasse. Alors, à la rentrée, on va me retrouver, mais comme metteur en scène. Oui. Je mets en scène, enfin pour la première fois, pour la première fois, c'est la première fois que je mets en scène, je veux dire, c'est Les Justes d'Albert Camus. Bien sûr. Voilà. Encore un spectacle un peu historique, puisque c'est l'assassinat du grand-duc Serge, en 1905. Tout à fait, oui, ça a comme base un fait réel, et effectivement, qui est un des premiers... C'est une réponse à Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, à l'époque. Oui, c'est une réflexion sur le terrorisme, au nom de l'humanité, jusqu'où on peut aller... Quand on veut faire avancer l'humanité, jusqu'où on peut aller dans le crime. C'est-à-dire qu'on est parfois obligé d'en passer par là, comme l'histoire nous l'a montré, mais où est la limite et voilà, tout l'art de Camus, c'est l'art de la limite, et c'est en cela qu'il se démarquait beaucoup de ses contemporains, qui n'a pas été très bien compris. Je recommande d'ailleurs dans les coups de cœur, parce que m'intéressant au juste, j'ai lu L'homme révolté. C'est extraordinaire. L'homme révolté, ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Parce que justement, c'est une réflexion sur la mesure, sur la nuance qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Et je comprends qu'il était complètement incompris à son époque. Et dont on aurait besoin, certes. Oui, mais bien sûr. Merci beaucoup Maxime Daboville. On vous retrouve donc au Théâtre de Poche Montparnasse, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à mi-juillet, pour ces leçons d'histoire de France. Merci à tous les trois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro Culture consacré à la musique classique. D'ici là, une très bonne soirée et une très bonne semaine à vous tous. Merci.